Nous avons une chance absolument exceptionnelle d'avoir un expert mondial de la biologie cellulaire et moléculaire qui, par ailleurs, a des grandes compétences en biochimie. Et donc, le docteur Jean-Marc Sabatier est un chercheur, directeur de recherche au CNRS. Il a des quantités de publications internationales assez impressionnantes au niveau du nombre. Il fait partie d'un grand nombre de rédactions des meilleures revues scientifiques en sciences, en médecine, au niveau mondial. Et c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'allers-retours à travers le monde en tant que chercheur. Il va vous parler aujourd'hui du système rénine-angiotensine. En fait, imaginez que l'organisme est un peu une organisation pyramidale. Et imaginez que vous preniez quasiment la pointe de la pyramide. Considérez que ça a quelque chose à voir avec ce terme un peu bizarre, pour les gens qui ne le connaîtraient pas, le système rénine-angiotensine, avec toutes les cascades des conséquences sur l'organisme lorsque ce système dysfonctionne. Or, il y a énormément de publications scientifiques sur ce type de dysfonction, des pathologies qui sont associées, donc c'est intéressant de le connaître. Et il va vous parler en particulier des découvertes qu'il a faites dès avril 2020 concernant des pathologies qui pouvaient être supposées être arrivées suite à un certain nombre d'événements qu'on a connus. Je ne vais pas en dire plus, ça m'évite de dire des bêtises, parce que quand on est face à un grand spécialiste, moi je suis plutôt neurobiologiste, biologie cellulaire, je risque de dire vraiment des âneries, quoi. Je lui passe tout de suite la parole. Merci. Merci à vous d'être là. Et puis, je tiens à remercier les organisateurs pour cette invitation. Alors, je vais vous parler en fait du virus SARS-CoV-2 et de son mode d'action et des effets délétères qu'il peut avoir sur l'organisme, notamment les pathologies Covid. Alors, en fait, le virus SARS-CoV-2, donc c'est un coronavirus, vous en avez bien entendu parler depuis 2019. Donc, c'est un virus qui induit des pathologies de la Covid. Et en fait, ce qu'on avait décrit en mars 2020, c'est qu'il dérégulait un système physiologique ubiquitaire qui s'appelle le système rénine-angiotensine. Alors, le système rénine-angiotensine, c'est vraiment le système maître pour le fonctionnement du corps humain. Normalement, il est décrit comme étant impliqué dans les fonctions autonomes, c'est-à-dire les fonctions automatiques, rénales, pulmonaires, cardiovasculaires. Il est également impliqué dans l'immunité innée et dans les différents microbiotes, à savoir le microbiote intestinal, qui est le deuxième cerveau, mais aussi le microbiote buccal, vaginal, cutané, nasopharyngé et pulmonaire. Alors, ce système rénine-angiotensine a un nom un peu barbare, mais il faut savoir que c'est vraiment le système maître du fonctionnement du corps humain. Notamment, c'est lui qui est responsable, par exemple, de la maturation des ovocytes. C'est lui qui contrôle aussi la maturation des spermatozoïdes. Donc, il est impliqué dans la spermatogénèse et dans l'ovogénèse. C'est lui aussi qui contrôle la production des hormones stéroïdes. Donc, il contrôle la production des hormones stéroïdes, par exemple les glucocorticoïdes, comme le cortisol, qui est l'hormone du stress. Il contrôle également la production des minéralocorticoïdes, comme l'aldostérone, qui est une hormone qui est impliquée dans la rétention hydrosodée au niveau des tubules rénaux. Et il est impliqué dans la production des hormones sexuelles, donc les androgènes, les estrogènes et les progestatifs. Donc vous voyez qu'il a un rôle très important. Ça va même au-delà, c'est qu'il contrôle aussi le mécanisme d'autophagie. Vous savez, l'autophagie, c'est un mécanisme de régénération cellulaire, de nettoyage de la cellule, qui va être initié pour faire un grand ménage régulier dans la cellule, pour éliminer tous les déchets. Et donc, c'est le système rénine-angiotensine qui va contrôler donc la mise en route du phénomène d'autophagie, qui va correspondre en fait à une dégradation des protéines qui sont mal formées, qui sont mal structurées, donc qui sont dysfonctionnelles, et qui va régénérer aussi des organites intracellulaires qui sont sénescents, c'est-à-dire qui sont trop vieux. À ce moment-là, ils vont être dégradés et ils vont être reformés à neuf. Donc ce système d'autophagie, qui est initié après 3 jours de jeûne, est lancé donc par le système rénine-angiotensine. Ce système rénine-angiotensine, comme je vous l'ai dit, il est complètement ubiquitaire. C'est-à-dire que vous le retrouvez au niveau de toutes les cellules humaines, les cellules épithéliales, endothéliales, les cellules nerveuses, les cellules du système immunitaire. Toutes les cellules nerveuses
ont un système rénine-angiotensine et elles sont pilotées par le système rénine-angiotensine. Que ce soit les neurones, les oligodendrocytes, les astrocytes, les cellules microgliales, toutes les cellules du système immunitaire sont contrôlées par le système rénine-angiotensine, aussi bien de l'immunité innée, donc les monocytes, les macrophages, les cellules dendritiques, les granulocytes, éosinophiles, basophiles, neutrophiles, les mastocytes, les cellules natural killer de l'immunité innée. Vous avez toutes les cellules de l'immunité adaptative ou acquise, les lymphocytes CD4 auxiliaires, CD8 cytotoxiques, les lymphocytes B qui produisent des anticorps. En fait, toutes ces populations cellulaires ont un système rénine-angiotensine et sont contrôlées par le système rénine-angiotensine. Donc c'est un système qui est mal connu. Il est étudié en première année de médecine et après il n'est plus étudié, sauf pour les gens qui font une spécialisation en néphrologie. Et c'est pour ça qu'il est méconnu, parce qu'il est très complexe. Et en général, les gens sont assez hermétiques au système rénine-angiotensine parce que c'est vraiment une usine à gaz. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il est impliqué donc, dans toutes les fonctions, mais il a une activité donc, autocrine, paracrine, endocrine et intracrine. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Une activité autocrine, c'est-à-dire qu'il est capable d'agir sur lui-même. Il est capable de produire une hormone qui va agir sur son propre récepteur. Donc c'est un système qui permet d'agir sur la propre cellule qui émet donc l'hormone. Il a une activité paracrine, c'est-à-dire qu'il est capable d'agir sur les cellules voisines. Il est capable d'agir à distance, donc avec une activité endocrine, via la circulation sanguine, justement, donc il peut agir sur d'autres organes éloignés. Et puis, il a une activité intracrine, ce qui est tout à fait étonnant, c'est-à-dire qu'il a une activité intracellulaire. Et en fait, ce système SRA, donc système rénine-angiotensine intracrine, se retrouve sur toutes les membranes de la cellule. C'est-à-dire que le système rénine-angiotensine ne se retrouve pas uniquement à la membrane plasmique cellulaire. Il se retrouve aussi au niveau de la membrane nucléaire. Là, justement, où il y a une protection donc, de l'ADN, donc qui protège le génome, il se retrouve à la membrane nucléaire, il se retrouve à la membrane aussi du réticulum endoplasmique, là où se fabriquent les protéines. Il se retrouve au niveau de la membrane du réticulum sarcoplasmique, là où se fabriquent les protéines au niveau des cellules musculaires, mais il se retrouve également au niveau de la membrane des endosomes, des lysosomes, des exosomes, des phagosomes, et même sur la membrane interne des mitochondries, c'est-à-dire qui pilote le fonctionnement des mitochondries, qui sont les centrales énergétiques de la cellule et qui produisent l'ATP. Et vous savez que quand les mitochondries sont dysfonctionnelles, et bien à ce moment-là, la cellule est dysfonctionnelle et peut mourir. Donc un dysfonctionnement mitochondrial peut induire une apoptose cellulaire, c'est-à-dire une mort cellulaire programmée. Ça peut induire un dysfonctionnement autophagique, ça peut induire une nécrose et même une ferroptose. Donc en gros, c'est très délétère pour les cellules. Alors je vais vous donner les quelques étapes en fait, du système rénine-angiotensine pour que vous compreniez mieux l'effet du virus sur ce système. Le virus SARS-CoV-2, donc c'est un coronavirus, c'est un bêta-coronavirus de la famille des sarbecovirus, il a à sa surface des protéines spike. Alors ces protéines spike, en fait, ce sont en fait des trimères qui forment une spicule. Et cette spicule est capable de reconnaître un récepteur cellulaire qui s'appelle ECA2. ECA2, c'est un récepteur qui est l'enzyme de conversion d'angiotensine 2. Et donc ce type de récepteur se retrouve à la surface de toutes les cellules, comme je vous l'ai dit, aussi bien donc les cellules nerveuses que les cellules immunitaires, que les cellules épithéliales, endothéliales. Donc on les retrouve absolument dans tous les organes et tissus. Ça se retrouve au niveau du cerveau, au niveau des gonades, au niveau de la thyroïde, au niveau du système vasculaire, au niveau de tous les systèmes glandulaires, donc hypophyse, hypothalamus. Ça se retrouve au niveau de la peau, au niveau des muqueuses, au niveau des glandes surrénales. Donc il est vraiment partout et il contrôle tout. Et donc c'est à ce titre-là qu'il est très très important. Et donc dans le cadre de ce système rénine-angiotensine, vous avez donc le virus SARS-CoV-2 qui, via sa protéine spike, se fixe sur ce récepteur ECA2. Le récepteur ECA2, donc, qui est l'enzyme de conversion d'angiotensine 2, sa fonction, ce n'est pas d'être reconnu par la protéine spike. Sa fonction, c'est de dégrader une hormone. Et cette hormone, c'est l'angiotensine 2. Et donc, en présence de virus, voire en présence d'une injection vaccinale qui tourne mal,
Et c'est le cas, par exemple, chez des personnes qui vont être insuffisantes ou carencées en vitamine D, ou des personnes qui ont déjà des comorbidités, c'est-à-dire qui ont déjà un problème avec le système rénine-angiotensine. Ça va être par exemple des gens qui vont être hypertendus, qui vont souffrir de maladies auto-immunes, qui vont avoir un cancer, qui vont être obèses. Ces personnes-là vont déjà avoir un problème avec le système rénine-angiotensine et en cas de carence peuvent avoir des effets délétères suite à une injection vaccinale. Et donc la fixation de la protéine spike, justement de cette forme trimérique de la protéine spike sur le récepteur ECA2 va gêner la dégradation de l'angiotensine 2, qui est une hormone. Et cette angiotensine 2, du coup, va se retrouver en excès. Et l'excès d'angiotensine 2 va suractiver son propre récepteur, qui est un récepteur qui s'appelle AT1R. Et c'est un récepteur qui est très délétère quand il est suractivé. Alors, dans la cascade du système rénine-angiotensine, avant d'arriver donc au récepteur ECA2, vous avez tout en amont une molécule qui s'appelle l'angiotensinogène. Cet angiotensinogène va être produit par le foie. Et l'angiotensinogène va être dégradé par une enzyme qui est la rénine, qui se trouve au niveau des reins. Et donc la dégradation de l'angiotensinogène par la rénine va donner l'angiotensine 1. L'angiotensine 1 est une hormone qui est inactive. Elle va être dégradée par un récepteur enzymatique qui s'appelle ECA, qui est l'enzyme de conversion d'angiotensine 1, et elle va être dégradée en angiotensine 2. Et l'angiotensine 2, c'est l'hormone délétère. C'est celle qui va être très délétère justement dans le cas de la Covid et qui va se retrouver en excès lorsque vous avez une infection au virus SARS-CoV-2 ou lorsque vous avez une injection vaccinale qui tourne mal. À ce moment-là, il va y avoir donc une gêne dans la dégradation de l'angiotensine 2 qui va être en excès et elle va suractiver son récepteur qui est AT1R. Alors AT1R, c'est vraiment une usine à gaz. Ça fait partie des récepteurs les plus sophistiqués connus donc dans le monde biologique. C'est un récepteur à 7 segments transmembranaires couplés aux protéines G. Alors ça ne vous parlera pas, mais disons qu'il est capable de faire des tas de choses. Quand il est suractivé par l'angiotensine 2, il va avoir beaucoup d'activités délétères parce qu'il va activer des tas de voies de signalisation cellulaire au sein de la cellule. Et donc, il y a certaines voies qui ont été décrites, comme des voies qui s'appellent NF-κB, JAK-STAT, P38-MAP kinase. Enfin, ça ne vous parlera pas, mais disons que c'est des tas de voies de signalisation cellulaire qui vont activer des voies métaboliques qui peuvent être très délétères. Et ça va être le cas lorsqu'il y a une suractivation d'AT1R. Alors, AT1R, pourquoi il est si délétère? C'est parce que déjà, quand il est suractivé par l'angiotensine 2, il va provoquer déjà une hypertension. Donc, il est hypertenseur, il va provoquer une vasoconstriction des vaisseaux sanguins. Avec ça, il va être pro-inflammatoire, c'est-à-dire qu'il va lancer une inflammation. Donc, il va faire produire par les cellules de l'immunité innée des cytokines pro-inflammatoires comme l'interleukine 1, l'interleukine 1 bêta, l'interleukine 6, le TNF-alpha, l'interféron gamma. Donc, ça va lancer une inflammation. Et c'est pour ça que les personnes qui ont un Covid sévère peuvent avoir des tas d'inflammations. Ils peuvent avoir une inflammation, par exemple, de la thyroïde avec une thyroïdite. Ils peuvent avoir une inflammation du cœur avec les myocardites, du tissu qui entoure le cœur avec les péricardites. Ils peuvent avoir des tas d'inflammations, des uvéites avec une inflammation de l'UV, des kératites avec une inflammation de la cornée. Ils peuvent avoir, vous voyez, tout des tas des conjonctivites, une inflammation de la conjonctive, enfin bon, des vascularites avec une inflammation des vaisseaux sanguins. Tout ça, c'est dû à l'activité pro-inflammatoire du récepteur AT1R qui est ubiquitaire. Parallèlement, ce récepteur est aussi pro-oxydant, c'est-à-dire qu'il génère un stress oxydant au niveau de la cellule. Alors pourquoi? C'est parce qu'il active une enzyme qui s'appelle une NADPH oxydase qui produit des particules réactives de l'oxygène, des ROS. Alors ces particules réactives de l'oxygène, qu'est-ce que c'est? Ce sont des précurseurs de radicaux libres ou des radicaux libres. Alors les radicaux libres sont des substances en fait qui ont un déficit électronique. Et ces molécules, pour se stabiliser, ont besoin d'aller voler un électron à une autre molécule. Et donc en volant un électron, en captant un électron à une autre molécule, ces radicaux libres vont déstabiliser ces molécules qui vont vouloir se stabiliser à leur tour et qui vont voler un électron à une autre molécule et il va y avoir donc une cascade très délétère justement de molécules instables. Et vous avez les antioxydants qui sont importants dans le cadre de la Covid. Pourquoi? Parce que ces antioxydants sont des molécules qui ont un excès électronique et qui vont pouvoir bloquer
les particules réactives de l'oxygène, notamment les radicaux libres, et justement pour empêcher ces effets délétères. Et ces antioxydants ne vont pas être déstabilisés justement par ce partage électronique. Alors, parmi les radicaux libres, les plus connus, ça va être l'oxygène singulé, ça va être le peroxyde d'hydrogène, H2O2, ça va être l'anion superoxyde et le radical hydroxyle. Ce sont les principaux radicaux libres qui vont être générés. Donc, en plus de cette activité donc, pro-oxydante qui est donc, très délétère, vous allez avoir une activité du récepteur AT1R suractivé qui va être pro-angiogénique. C'est-à-dire que ce récepteur activé va favoriser la croissance des vaisseaux sanguins. Alors, c'est grave parce que ça va alimenter des tumeurs, ça va aider à faire pousser des tumeurs, et c'est pour ça qu'on peut voir des cancers qui sont déclenchés, voire des tumeurs stabilisées qui explosent avec des turbocancers, justement parce que ça favorise la vascularisation des tumeurs. En plus, le système rénine-angiotensine, c'est lui qui contrôle la différenciation et la multiplication cellulaire, c'est-à-dire qui contrôle les mitoses cellulaires. Et vous savez donc que les substances anti-angiogéniques, celles qui empêchent la croissance des vaisseaux sanguins, sont des substances antitumorales. Et c'est pour ça que lorsqu'on active le récepteur AT1R, on a un effet pro-cancéreux. Alors, en plus de cet effet pro-angiogénique, vous avez ce récepteur AT1R qui est aussi prothrombotique, c'est-à-dire qu'il induit des thromboses. Et donc, vous avez tous entendu parler des thromboses dans le cas de la Covid, parce que c'est très souvent responsable d'une bonne mortalité, justement, des personnes qui font des formes sévères de la Covid. Vous avez ce récepteur AT1R aussi suractivé qui va être pro-hypoxémique, c'est-à-dire il va induire une désaturation du sang en dioxygène. Vous savez que dans les globules rouges, donc les hématies, elles sont chargées en hémoglobine. Dessus, vous avez un M qui fixe qui a un atome de fer et qui fixe le dioxygène. Et ben, la suractivation du récepteur AT1R va gêner la fixation du dioxygène sur cet atome de fer. Donc, il y a un effet prohypoxémique. Et comme il y a un effet prohypoxémique, ça va s'accompagner d'un effet prohypoxique, c'est-à-dire qu'il va y avoir une insuffisance d'alimentation des cellules, des tissus et des organes en dioxygène. Et donc, ça va mettre le corps en souffrance parce qu'il ne va pas y avoir assez d'oxygène. Vous savez, justement, dans les formes sévères, les personnes sont souvent intubées, on leur insuffle de l'oxygène, mais justement, c'est à cause de cet effet prohypoxémique et prohypoxique du récepteur AT1R suractivé. Alors, vous avez ce récepteur aussi qui va être profibrosant, c'est-à-dire il va induire une fibrose des organes, et notamment du cœur et des poumons. Donc, on voit que des organes, justement, sont fibrosés quand il y a une suractivation du récepteur AT1R. Vous avez aussi ce récepteur qui va être pro-hypertrophiant. C'est-à-dire que comme le SRA est impliqué donc, dans la multiplication cellulaire, ça va induire en fait une croissance des organes, et c'est pour ça qu'on voit des cœurs qui grossissent, dont le volume est plus important en cas de Covid sévère. C'est dû à cet effet justement pro-hypertrophiant. Et un autre effet du récepteur AT1R suractivé, ça va être une chute du monoxyde d'azote. Et le monoxyde d'azote, c'est une substance qui est vasodilatatrice et qui est très importante parce qu'elle est impliquée dans les phénomènes musiques, cognitifs, les phénomènes inflammatoires et immunitaires. Donc vous voyez que ce récepteur AT1R qui va être induit, donc, justement, qui va être suractivé par la présence de la protéine spike, virale ou vaccinale, et ben justement, ça va être très délétère parce que vous allez avoir un effet qui est donc pro-hypertenseur, qui va être pro-inflammatoire, qui va être pro-angiogénique, pro-oxydant, pro-hypoxémique, pro-hypoxique, pro-fibrosant, pro-hypertrophiant, et qui va faire chuter le monoxyde d'azote. Donc vous voyez qu'il est capable de mettre vraiment un très gros bazar dans l'organisme. Alors, ce qui se passe, c'est que comme l'organisme humain est bien fait, on a notre propre système de régulation du système rénine-angiotensine, qui implique un certain nombre de récepteurs. À l'heure actuelle, il y en a 4 qui sont caractérisés. Il y a un récepteur qui s'appelle AT2R, un autre qui s'appelle MASR, un autre qui s'appelle MRGD, un autre qui s'appelle AT4R. Alors, le récepteur AT2R, il va être reconnu par 2 ligands. Il y a un ligand qui va être l'angiotensine 1,7. L'angiotensine 1,7, c'est une hormone qui est produite par la dégradation de l'angiotensine 2 par le récepteur ECA2 qui est fixé par la protéine spike et qui est dégradé justement en angiotensine 1,7. En fait, cette angiotensine 1,7, elle a deux cibles. Elle a comme cible le récepteur AT2R et un autre récepteur qui s'appelle MASR. Vous avez un autre ligand qui s'appelle l'alamandine. Et l'alamandine, c'est fabriqué à partir de l'angiotensine A, qui est donc dégradée en alamandine. Et l'alamandine agit en fait sur un récepteur qui s'appelle MRGD. Et puis, vous avez l'angiotensine 4 qui agit sur les récepteurs AT4R.
Et donc, vous avez également l'angiotensine 1,9 qui agit sur un récepteur qui s'appelle AT2R. Et l'angiotensine 1,9, c'est le produit de la dégradation de l'angiotensine 1 par le récepteur ECA2. C'est-à-dire que ce récepteur ECA2, il peut soit dégrader l'angiotensine 2 pour donner l'angiotensine 1,7, soit il peut dégrader l'angiotensine 1 pour donner l'angiotensine 1,9. Donc, vous avez toutes ces substances, l'angiotensine 1,7, l'angiotensine 1,9, l'angiotensine A, l'angiotensine 4 et la lamandine, qui sont des candidats médicaments naturels pour traiter un Covid sévère. Et c'est ce qu'on avait décrit en 2020, mais bon, ça n'a pas été écouté. Mais les données actuelles montrent que ces molécules ont un effet anti-Covid, puisque c'est des molécules naturelles qui sont impliquées dans la régulation négative du système rénine-angiotensine. Ça veut dire que ces récepteurs-là, AT4R, MAS-R, MRGD et AT4R, ils font exactement l'inverse d'AT1R. Ils s'opposent, ils freinent l'activité du récepteur AT1R. C'est-à-dire qu'ils ont une activité anti-hypertensive, réductrice, donc anti-inflammatoire, donc ils sont anti-angiogéniques, donc antioxydants, bien sûr, antifibrosants, anti-hypoxémiques, anti-hypoxiques, anti-hypertrophiants, et ils augmentent le monoxyde d'azote. Donc, ils sont très bénéfiques. Alors, on connaît des molécules qui sont capables d'agir sur le système rénine-angiotensine. On connaît principalement 3 familles. Il y a une famille qui sont, comme la liskirène, par exemple, qui sont des inhibiteurs de la rénine. La rénine transforme l'angiotensinogène en angiotensine 1. Alors, vous avez par exemple la liskirène, c'est un produit fabriqué par Novartis, qui empêche justement la transformation de l'angiotensinogène en angiotensine 1, qui est le précurseur en fait, de l'angiotensine 2. Donc, c'est un effet bénéfique pour freiner le SRA. Vous avez la vitamine D qui est très importante parce que c'est un inhibiteur du SRA. Elle agit en freinant le système rénine-angiotensine, mais elle ne fait pas que ça, elle a plein d'activités. Elle a des activités très très bénéfiques. Et puis, vous avez une autre famille de molécules, ce sont les inhibiteurs ECA. Ça s'appelle des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Vous avez par exemple tous les médicaments qui se terminent en pril, qui sont des inhibiteurs ECA. Le plus connu, c'est le captopril, qui est dérivé en fait d'une molécule de serpent. Et en fait, ces molécules empêchent la transformation de l'angiotensine 1 en angiotensine 2, qui est donc l'hormone qui va être délétère, parce que c'est elle qui va suractiver le récepteur AT1R. Seulement, le problème, c'est que quand vous utilisez justement des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, comme l'organisme est très bien fait, il bénéficie d'un système qui permet de s'affranchir de l'activité du récepteur ECA. Par exemple, la chimase permet de transformer l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Donc, même s'il n'y a pas de récepteur ECA, elle peut quand même produire de l'angiotensine 2 qui peut être délétère. Vous avez aussi l'angiotensinogène qui peut être transformé par la catepsine G en angiotensine 2. Donc, vous voyez, l'activité en fait, des inhibiteurs ECA, elle n'est pas parfaite. Alors, il y a une troisième famille de molécules qui est très intéressante, justement, ce sont les sartans. Alors, les sartans, ils sont très intéressants parce que ce sont des antagonistes d'AT1R. Ce sont des molécules qui sont capables de se fixer sur le récepteur AT1R et de bloquer son activation. Et donc, c'est très important parce que l'angiotensine 2, elle produit des effets délétères en suractivant ce récepteur. Alors, vous avez toute une famille donc, de sartans. Vous avez le losartan, l'olmesartan, le telmisartan, le valsartan, le candesartan, etc. Alors, c'est toute une famille d'antagonistes d'AT1R. Ils ne sont pas équivalents. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas la même affinité pour le récepteur AT1R. Ils n'ont pas la même je veux dire, la même absorption. Par exemple, l'osartan a qu'une demi-vie de 2 heures, alors que le telmisartan a une demi-vie de 24 heures. Vous avez l'irpesartan, ça va être 13 heures, le mesartan, ça va être 12 heures. Vous voyez, le candesartan, qui est le plus affin pour le récepteur AT1R, il a une demi-vie de 9 heures. Donc, si vous voulez, ils ne sont pas tous équivalents. En tout cas, ils ont un effet bénéfique sur le système rénine-angiotensine, et c'est des molécules très importantes, parce qu'elles peuvent vraiment s'opposer à des tas de pathologies. Normalement, ce sont des molécules qui sont utilisées pour traiter l'hypertension, puisque évidemment le système rénine-angiotensine donc régule la pression artérielle et puis la volémie, c'est-à-dire le volume sanguin. Mais ce sont des molécules très importantes parce qu'elles peuvent s'opposer à des troubles neurodégénératifs comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la démence, la schizophrénie. Mais ça s'oppose aussi à des problèmes gastro-intestinaux, des problèmes cardiovasculaires, à l'auto-immunité, aussi au phénomène de cancer, justement, parce que ce récepteur AT1R suractivé est, selon moi, responsable de toutes les pathologies humaines non génétiques. Et également de certaines pathologies humaines génétiques, parce que le système rénine-angiotensine contrôle aussi la réparation d'ADN.
Donc ça va très loin, il contrôle la réparation d'ADN et il contrôle l'activité de la télomérase qui, comme son nom ne l'indique pas, rallonge les télomères. Et plus les télomères sont longs, à l'extrémité des chromosomes, normalement, plus on a une longévité qui est élevée. Voilà. Donc vous voyez l'importance de ces systèmes. Alors concrètement, qu'est-ce que fait le récepteur AT1R quand il est suractivé? Eh bien, il va être responsable de 4 phénomènes. Le premier phénomène, c'est un syndrome d'activation macrophagique, qu'on appelle le SAM. Le deuxième phénomène, ça va être un syndrome d'activation mastocytaire, ça va être le SAMA. Le troisième phénomène, ça va être le SIBO, c'est une pullulation des bactéries du côlon dans l'intestin grêle. Et le quatrième phénomène, ça va être une hypokaliémie, c'est-à-dire un déficit de potassium dans le sang. Tout ça va être induit par le récepteur donc AT1R qui est suractivé. Alors le SAM, donc le syndrome d'activation macrophagique, ça s'adresse aux cellules de l'immunité innée. Donc vous savez, l'immunité innée, en fait, c'est la première ligne de front quand on est infecté par un microbe, que ce soit un parasite, un virus, une bactérie ou un champignon. Donc c'est une immunité qui est immédiate parce qu'elle ne nécessite pas de multiplication cellulaire. Elle est très puissante, notamment chez les enfants. Et donc, elle est non spécifique, c'est-à-dire qu'elle va s'activer de la même manière, quel que soit le microbe. Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai, mais globalement, c'est vrai. Et c'est surtout très puissant. Et ça implique donc des monocytes, des macrophages, des cellules dendritiques, des granulocytes éosinophiles, basophiles, neutrophiles, des mastocytes et des cellules tueuses qu'on appelle les cellules NK ou cellules natural killer. Et donc, les macrophages sont des cellules qui font partie donc, de l'immunité innée. Et ce qui se passe, c'est que lorsque le récepteur AT1R est suractivé, il va y avoir donc ce syndrome d'activation macrophagique. Et en fait, les macrophages, là, sont hyper réactifs, c'est-à-dire qu'ils ont un peu perdu la boule et commencent à faire n'importe quoi. Et notamment, ils s'attaquent aux cellules sanguines. Et les cellules sanguines, c'est quoi? Ça va être les hématies, donc les globules rouges, ça va être les globules blancs, donc les cellules du système immunitaire, et ça va être les thrombocytes, ou les plaquettes sanguines. Donc vous allez avoir ces macrophages qui vont s'attaquer aux globules rouges, aux globules blancs et aux thrombocytes. Et donc ils vont provoquer une anémie, c'est-à-dire un déficit en globules rouges, ils vont provoquer une lymphocytopénie, c'est-à-dire un déficit de globules blancs, sauf les granulocytes neutrophiles qui vont proliférer. Et vous allez voir que ce n'est pas terrible parce que ces granulocytes neutrophiles, ils dirigent en fait les plaquettes aussi sur les sites où vont se faire les thromboses et ils peuvent provoquer des phénomènes de nétose qui peuvent expliquer justement les caillots fibreux qu'on retrouve chez des gens qui font des formes très sévères de Covid et qui meurent justement avec l'occlusion des vaisseaux sanguins. Donc vous voyez que c'est quand même un produit qui est vraiment très délétère. Donc vous allez avoir cet effet également sur les thrombocytes et ils vont provoquer donc une thrombocytopénie, c'est-à-dire un déficit de plaquettes sanguines qui explique une coagulopathie. C'est-à-dire un déficit justement de la coagulation sanguine qui explique par exemple des troubles menstruels, tout en sachant que ça peut provoquer aussi une hypercoagulation parce qu'il y a, lorsque les cytokines pro-inflammatoires sont relarguées par les cellules dendritiques, notamment les macrophages et puis les cellules, les mastocytes, il va y avoir un relargage d'interleukine 6 qui vont recruter les plaquettes et qui vont favoriser les thromboses. Donc vous voyez que ce syndrome d'activation macrophagique, il est très délétère. Notamment, il va induire aussi une attaque des cellules souches justement de la moelle osseuse. Donc ça va s'attaquer aux cellules blastiques et aux cellules myéloïdes, lymphoïdes et aussi aux mégacariocytes qui sont les précurseurs des thrombocytes et qui se fragmentent et qui fournissent justement les plaquettes sanguines qui vont être impliquées donc, dans l'hémostase, c'est-à-dire la coagulation sanguine. Donc vous voyez qu'il y a un effet très délétère des macrophages très activés. Alors ce que les gens ne savent pas généralement, c'est que justement ces cellules sanguines, elles sont aussi produites dans les poumons. C'est-à-dire l'organisme est très bien fait, c'est-à-dire que ce n'est pas fabriqué que dans la moelle osseuse, c'est fabriqué aussi dans les poumons de façon très surprenante. Voilà. Et donc, parallèlement à ça, lorsqu'il y a un syndrome d'activation macrophagique, vous avez donc cette attaque des cellules sanguines et c'est un phénomène qui s'appelle l'hémophagocytose, qui est décrit depuis de très longue date. Donc il y a une hémophagocytose qui va tuer toutes ces cellules. Ça va induire aussi une chute dans la production des interférons de type 1 et de type 3 qui sont là pour lutter contre le microbe. Donc ça met aussi en immunodéficience et ça va aussi diminuer l'activité des cellules tueuses, des cellules NK. Donc vous voyez qu'il y a un effet vraiment très
très délétère. Alors ça, c'est le premier phénomène. Le second phénomène, c'est le SAMA, c'est le syndrome d'activation mastocytaire. Les mastocytes sont également des cellules de l'immunité innée. Normalement, elles sont impliquées dans les phénomènes allergiques. Ce sont des cellules sentinelles qui se promènent sous les muqueuses et qui sont là pour repérer justement la présence de microbes. Elles sont responsables des dermatites. Voilà. Et lorsque vous avez un syndrome d'activation macrophagique, mastocytaire, qui va être induit par le récepteur AT1R qui est suractivé, suractivé par la protéine spike, qui est virale ou vaccinale, vous allez avoir aussi ces mastocytes qui vont être dérégulés. C'est-à-dire ils vont être trop chatouilleux et ils vont se mettre à dégranuler dans des conditions où normalement ils ne devraient pas dégranuler. Et ces granules, les granules donc des mastocytes peuvent être chargés de tas de substances. On connaît plus de 200 substances qui peuvent être dégranulées par les mastocytes. Ils peuvent dégranuler généralement c'est de l'histamine, mais ils peuvent dégranuler de l'héparine, de la dopamine, ils peuvent dégranuler des tryptases, ils peuvent dégranuler de la sérotonine, ils peuvent dégranuler de la prostaglandine, des leucotriènes, y compris le récepteur ECA. Donc ils peuvent dégranuler des tas de substances. La plus connue, c'est l'histamine. Et l'histamine est très dangereuse aussi lorsqu'elle est dégranulée. Alors pourquoi ? Parce que l'histamine a une activité pro-inflammatoire. C'est pour ça que quand on a des formes sévères de Covid avec des tas de pathologies associées, c'est bien de prendre un antihistaminique. Alors pourquoi ? Parce que l'histamine, déjà, est pro-inflammatoire. En plus, elle est vasodilatatrice. Elle provoque une porosité des vaisseaux sanguins. Elle provoque des cascades de signalisation cellulaire, d'inhibition ou d'activation au niveau du système nerveux central et du système nerveux périphérique. Donc, système nerveux central, ça va être quoi ? Ça va être l'encéphale et la moelle épinière. L'encéphale, ça va être le cervelet, le tronc cérébral et le cortex cérébral. Et puis, le système nerveux périphérique, ça va être tout le reste. Vous allez avoir le système nerveux périphérique autonome, le somatique déjà, qui va régler, ça va être toutes nos relations avec l'extérieur, les sensations de chaud, de froid, température, etc. Et le système nerveux donc autonome, c'est celui qui va contrôler nos organes. Il va y avoir le système nerveux sympathique, celui-là même qui va être piloté par le système rénine-angiotensine, et le système nerveux parasympathique qui, lui, va être le système de relaxation, alors que l'autre, ça va être le système de veille, ça va être le système justement qui active toutes les fonctions, c'est-à-dire la consommation de glucose, la consommation d'oxygène. Donc ça va être justement en cas d'agression, c'est le système donc qui active la réponse du corps humain, qui est basé donc sur la noradrénaline, l'adrénaline, alors que le système parasympathique est basé sur l'acétylcholine. Voilà. Donc ce système-là, le système sympathique est contrôlé par le système rénine-angiotensine, et comme il est couplé au parasympathique, du coup, le système rénine-angiotensine pilote les deux. C'est exactement la même chose au niveau du système immunitaire. Le système rénine-angiotensine, il pilote l'immunité innée et donc il contrôle l'immunité adaptative ou acquise qui est lancée à peu près 4 jours après l'immunité innée. Et l'immunité adaptative ou acquise, c'est celle qui est très spécifique de l'antigène, qui est basée sur la production d'anticorps avec les lymphocytes B qui sont activés sous forme de plasmocytes, et puis la réponse cellulaire avec les lymphocytes CD4 auxiliaires et lymphocytes CD8 cytotoxiques qui vont être dressés à s'attaquer aux cellules qui ont été infectées par les microbes. Donc vous voyez que cette histamine est donc très délétère parce qu'elle peut donc faire tous ces effets délétères. En plus de ça, elle agit donc sur des cascades de signalisation cellulaire au niveau du système nerveux central et du système nerveux périphérique, mais elle fait aussi des décharges gastriques avec du relargage d'acide chlorhydrique et de mucus au niveau de l'estomac, et elle provoque aussi une constriction des bronches qui entraîne des difficultés respiratoires. Donc vous voyez les problèmes avec l'histamine. Alors quand on a un Covid long, qu'on a des pathologies, on peut savoir plus ou moins quel type d'antihistaminique utiliser, parce que on a plusieurs récepteurs à l'histamine. On a des récepteurs de type H1, de type H2, de type H3 et de type H4. Et ce ne sont pas les mêmes. Alors, les récepteurs de type H1, ils vont être prépondérants au niveau des cellules immuno-inflammatoires. Donc ça va être justement les cellules dendritiques, les monocytes, les macrophages, les mastocytes. Ils vont être très présents au niveau des cellules nerveuses, centrales et périphériques, et ils vont être très présents au niveau des muscles lisses, au niveau des bronches et des intestins. Les récepteurs à l'histamine de type H2, on va les retrouver au niveau du cœur et de l'estomac.
Les récepteurs à histamine de type H3, ils vont être prépondérants au niveau des fibres nerveuses centrales et périphériques. Et les récepteurs de type H4, ils vont être prépondérants au niveau des cellules immuno-inflammatoires, hein, donc monocytes, macrophages, cellules dendritiques, mastocytes. Alors, les médicaments sont différents. Par exemple, les antihistaminiques H1, ça va être préférentiellement, par exemple, la cétirizine, le kétotifène, la bilastine, la claritine, ça va être le bilasca, l'Aerius. Au niveau des antihistaminiques H2, ça va être de façon prépondérante la famotidine. Pour les antihistaminiques H3, ça va être le toplexil, c'est-à-dire l'oxomémazine. Et pour bloquer les récepteurs à l'histamine de type H4, ça va être l'adriforan. Il n'y a qu'une molécule qui est active dessus à l'heure actuelle. Donc vous voyez que justement, ce SAMA est très délétère. En plus, la suractivation du récepteur AT1R, elle provoque un SAMA, mais elle provoque aussi une mastocytose. C'est une prolifération des mastocytes, c'est différent du SAMA, mais c'est également délétère avec des regroupements de cellules, de mastocytes sur les muqueuses cutanées, et donc qui entraînent justement des dermatites. Alors, le troisième phénomène qui va être induit par un système rénin-angiotensine qui est suractivé, donc un récepteur AT1R qui est suractivé, ça va être le SIBO. C'est la pullulation des bactéries du côlon dans l'intestin grêle. Alors, dans le SIBO, ça s'adresse au tube digestif. Vous savez, dans le tube digestif, vous avez la bouche, vous avez la cavité buccale, vous avez le pharynx, vous avez l'œsophage. Après l'estomac, vous avez le pylore. Après, vous avez l'intestin grêle, donc c'est le petit intestin, qui fait entre 4 et 7 mètres. Et dedans, vous avez le duodénum, le jéjunum et l'iléon. Après, vous avez la valvule iléocolique et vous avez le gros intestin. Et dans le gros intestin, vous avez le côlon, vous avez le rectum et l'anus. Et ça fait 2 mètres. Voilà. Et le long de ce tube digestif, donc le système digestif, vous rajoutez en plus les organes qui sont impliqués dans la digestion, ça va être les glandes salivaires, ça va être le foie qui va contrôler le relargage de la vésicule biliaire, hein, des acides biliaires. Donc ça va être la vésicule biliaire et ça va être le pancréas également, puisqu'il va y avoir un relargage de sucre pancréatique. Et le long justement de ce tube digestif, vous avez des bactéries qui sont présentes, vous avez des microbes, vous avez en fait des parasites, vous avez des virus, vous avez des bactéries, vous avez des archées, vous avez des levures, enfin vous avez tout un tas de microbes. Alors le plus important, c'est le microbiote intestinal. Le microbiote intestinal, vous avez entre 10 puissance 12 et 10 puissance 14 microbes. Alors pour vous donner une idée, ça fait en gros entre 10 000 milliards de microbes et 100 000 milliards de microbes. Ça dépend des personnes, hein. Il y a une variation d'un facteur 100. Généralement, ces microbes sont très peu présents au niveau de l'estomac parce que l'estomac est très acide. Hein. L'estomac est très acide, le pH il varie entre 1 et 3. Si vous faites un jeûne thérapeutique et vous déclenchez le mécanisme d'autophagie, le pH il peut monter au-dessus de 4. Donc il y a vraiment un effet important d'un jeûne, par exemple, sur l'estomac. Alors au niveau de l'estomac, il y a très peu de bactéries. Hein. La seule bactérie qui peut vivre dans l'estomac, c'est Helicobacter pylori, qui est responsable des ulcères gastriques et des cancers gastriques. Alors pourquoi? Parce qu'il a une forme particulière, hein, d'où son nom Helicobacter, c'est parce qu'il a une forme hélicoïdale, et il est capable de s'enfoncer justement dans le mucus, et il a la particularité de fabriquer de l'ammoniac, qui s'oppose à l'acidité justement de l'estomac, et c'est comme ça qu'il est protégé. Après, donc, il y a très peu de microbes dans l'estomac. Vous en avez entre 10 et 1000 par millilitre. Entre 10 et 1000 CFU, hein, c'est les colonies forming units, c'est les bactéries qui sont capables de se multiplier, de former une colonie par millilitre de liquide absorbé. Alors, au niveau de l'intestin grêle, vous avez déjà plus de bactéries. Hein. Vous en avez entre à peu près 10 000 et 10 millions. De bactéries, hein, donc des CFU par millilitre. Alors ces bactéries, ce sont surtout des entérocoques et des staphylocoques. Voilà. Il faut savoir que dans l'estomac, le pH est très acide et c'est en aérobiose, c'est-à-dire qu'il y a plein d'oxygène. Quand vous êtes dans l'intestin grêle, donc dans le petit intestin, c'est aussi un milieu qui est aérobie et qui est très acide. Hein. Et l'acidité va diminuer quand on passe donc du duodénum à l'iléon. Vous allez avoir l'acidité qui va diminuer, donc le pH qui remonte pour devenir neutre justement dans le côlon. Et dans le côlon, vous allez retrouver des bactéries qui sont anaérobies, généralement gram-négatifs, c'est-à-dire qui n'ont pas besoin d'oxygène pour vivre. Et vous avez un pH aussi qui est neutre.
hein, donc il est neutre dans le côlon, il est acide au niveau de l'intestin grêle. Au niveau du côlon, vous avez entre 10 milliards et 10 000 milliards de microbes en fait, par millilitre. Et ce sont essentiellement des bifidobactériums, des bactéroïdes et des clostridiums. Voilà. Et ce qui se passe dans le cadre d'un SIBO, hein, c'est-à-dire une dégradation, justement un problème au niveau de ce microbiote intestinal, c'est que vous avez les bactéries gram-négatives anaérobies qui remontent justement du côlon et qui passent la valvule vidéocolique et qui se retrouvent dans l'intestin grêle. Et en fait, elles n'ont rien à faire dans l'intestin grêle. Pourquoi? Parce que dans l'intestin grêle, vous avez des bactéries bénéfiques, hein, des bactéries commensales qui sont bénéfiques, qui sont impliquées dans la dégradation des aliments. Et elles sont là pour nous fournir des nutriments et nous fournir notamment certaines vitamines. Elles nous fabriquent par exemple les vitamines K et les vitamines B, les folates. Elles sont impliquées dans l'homéostasie au magnésium, aussi l'homéostasie du calcium. Elles nous fabriquent des acides gras à chaîne courte dont on a besoin pour qu'il y ait justement un bon fonctionnement de l'intestin. C'est pour ça qu'en cas de dérèglement du SRA, il faut prendre des oméga 3. Ce sont des substances, des acides gras que nous, on ne fabrique pas, mais que certains mammifères fabriquent et qui ont un effet très bénéfique. Et donc, vous voyez que ces bactéries, quand elles remontent, elles se mettent à faire de la fermentation à un endroit où, normalement, elles ne devraient pas faire une fermentation. Et donc, elles provoquent un gros bazar, ce qui nous met en déficience ou en carence, justement, dans certaines vitamines, comme les vitamines K et les vitamines B. Quand elles remontent aussi, quand on a donc un SIBO, elles inhibent le péristaltisme en s'adressant justement, en agissant sur le nerf vague, hein, le 10e nerf, le nerf pneumogastrique. Elles inhibent le nerf vague et elles inhibent donc justement le péristaltisme qui fait avancer les aliments dans le tube digestif et donc elles provoquent quelque part une gastroparésie. D'où les effets justement sur le système, les effets délétères sur le système gastro-intestinal parce que ça bloque justement les aliments qui ne peuvent plus avancer dans le tube digestif, dans l'œsophage, etc. Et donc ça c'est problématique. Un SIBO, ce qu'il induit aussi, ça va être une inhibition des transporteurs d'acides aminés. Et là c'est très grave. C'est très grave parce que vous le savez peut-être pas, mais les acides aminés donc qui proviennent de la dégradation des protéines, en fait, ils ne se promènent pas comme ça dans les cellules ou dans l'intestin grêle. Ils ont besoin de transporteurs. Et une suractivation du SRA inhibe les transporteurs. Et il inhibe notamment le transport du tryptophane. Le tryptophane, c'est un acide aminé aromatique et c'est le précurseur de la sérotonine et de la mélatonine. Donc, vous voyez l'importance. Ce sont deux molécules très importantes. Hein. La sérotonine, c'est l'hormone du bonheur qui a des tas d'implications, qui est normalement fabriquée à 5% par la glande pinéale, hein, donc par l'épiphyse, et qui est fabriquée à 95% dans le tractus digestif, notamment grâce aux bactéries du tractus digestif. Vous avez la mélatonine aussi, qui est produite à partir donc, du tryptophane. Hein. Le tryptophane, c'est un précurseur de la mélatonine, qui est impliqué dans les cycles circadiens et qui est couplé à la vitamine D. C'est-à-dire quand les taux de mélatonine sont les plus élevés, le taux de vitamine D est très bas et inversement, quand les taux de vitamine D sont élevés, les taux de mélatonine sont très bas. Alors la mélatonine, de façon surprenante, elle est surtout fabriquée au niveau des mitochondries. Ça, les gens ne le savent pas, mais c'est très particulier. Ça a été découvert d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Mais c'est les mitochondries qui fabriquent principalement la mélatonine. Et la mélatonine, c'est très important pour des gens qui ont une forme sévère de Covid, parce que c'est un inhibiteur du système rénine-angiotensine. Cette mélatonine, elle agit au niveau du système rénine-angiotensine. Par exemple, elle agit sur des sous-unités du protéasome, qui est un système qui dégrade les protéines. Et donc, en agissant, en inhibant le protéasome, elle inhibe, donc la mélatonine va inhiber donc, une molécule, la dégradation d'une molécule qui s'appelle ATRAP, qui attrape, qui est en fait une molécule qui est un antagoniste d'ATR, donc qui freine la suractivation du SRA. Et c'est pour ça que la mélatonine a un effet anti-Covid, si vous voulez. C'est parce qu'elle est capable d'augmenter la demi-vie de ATRAP. En plus, elle est capable de se fixer sur le récepteur ECA2, qui est la cible de la protéine spike du virus. Mais elle ne gêne pas la fixation de la protéine spike, mais elle modifie les propriétés du récepteur ECA2.
Alors, vous avez aussi une inhibition d'autres transporteurs, comme la phénylalanine et la tyrosine, qui sont également deux acides aminés aromatiques. Alors, vous avez la phénylalanine, qui est le précurseur de la tyrosine. Et tous les deux, en fait, sont des précurseurs de la dopamine, de l'adrénaline et de la noradrénaline, qui sont des neurotransmetteurs évidemment très importants. Notamment, vous savez que dans le cas, par exemple, de Parkinson, vous avez un déficit de dopamine, notamment vous avez les neurones dopaminergiques dans le locus niger qui sont attaqués, et puis après, vous avez toute la transmission sérotoninergique, acétylcholine, etc., qui est dégradée. Donc vous voyez que vous avez un effet très délétère de la suractivation du SRA, parce que ça inhibe ces transporteurs, et ça inhibe donc des précurseurs d'hormones ou de neurotransmetteurs. Vous avez aussi une inhibition du transport d'acides aminés basiques. Alors vous avez une inhibition par exemple de la lysine et de l'arginine, qui sont les deux acides aminés basiques. Vous savez qu'on a 20 acides aminés qui constituent les protéines, acides aminés naturels. Et ce sont des précurseurs du monoxyde d'azote. Et je vous ai dit que le monoxyde d'azote, c'est une substance vasodilatatrice, et notamment, elle est impliquée dans tous les phénomènes cognitifs, justement, mnésiques, et puis aussi dans les phénomènes inflammatoires et immunitaires. Et c'est pour ça que des patients qui ont des formes sévères de Covid ont des troubles de la mémoire. C'est justement parce qu'il y a une chute de monoxyde d'azote, et ce monoxyde d'azote, il est produit à partir de la lysine ou de l'arginine. Et puis vous avez deux autres dérivés qui ne sont pas des acides aminés protéinogènes. Vous avez par exemple l'ornithine et la citruline. L'ornithine, c'est un analogue de la lysine. La lysine, vous avez sur la chaîne latérale CH2 4 fois NH3+. L'ornithine, vous avez CH2 3 fois NH3+, donc vous avez un groupement méthylène en moins. Et puis pour l'arginine, vous avez un analogue qui est non chargé, cette fois, qui est la citrulline, qui a un noyau gadolinium, mais qui est non chargé. Bon, vous avez donc ces quatre acides aminés qui sont impliqués dans la formation du monoxyde d'azote. Donc vous voyez les répercussions justement que peut avoir un système rénine-angiotensine qui est dysfonctionnel sur l'organisme. C'est vraiment incroyable. Alors parallèlement à ce SIBO, ce SIBO, il peut induire plusieurs choses. Il induit bien sûr des troubles gastro-intestinaux, mais il peut induire justement une hypotension orthostatique. C'est-à-dire une hypotension quand on est en position debout. Et vous savez que le récepteur AT1R, quand il est suractivé, justement, il est pro-hypertenseur. Et ça veut dire qu'en cas de Covid, vous pouvez avoir soit une hypertension, soit une hypotension. Pourquoi ? Parce que le SRA suractivé, il va vous provoquer justement un SIBO, et ce SIBO, en fait, va pouvoir être responsable de cette baisse de la tension artérielle. Parallèlement, le SIBO peut être responsable aussi d'un POTS. C'est un syndrome de tachycardie orthostatique posturale avec une arythmie cardiaque. Généralement, c'est une accélération du cœur quand on change de position, et donc ça entraîne des déficiences de membres, notamment des membres inférieurs qui ne portent plus. Et c'est pour ça que souvent, vous pouvez voir des gens qui ont un Covid long sévère qui se promènent en chaise roulante. C'est justement parce qu'ils ont les membres qui portent plus. Alors, vous avez aussi les membres qui portent plus en cas d'hypokaliémie, parce que l'hypokaliémie, elle induit en fait un déficit de potassium, et ça s'accompagne de parésie, c'est-à-dire de problèmes justement au niveau des membres qui portent plus, et ça peut s'accompagner aussi d'une encéphalomyélite myalgique qui est en fait le syndrome de fatigue chronique. Alors l'hypokaliémie, elle a lieu comment ? C'est que en fait, quand il y a une suractivation du récepteur AT1R, donc une suractivation du SRA, vous avez aussi l'angiotensine 2 qui va agir sur les glandes surrénales et qui va induire la sécrétion d'aldostérone, qui est un minéralocorticoïde. Et cette aldostérone va agir au niveau des tubules rénaux et va être responsable de la rétention hydrosodée. C'est-à-dire, elle va retenir le sodium dans le sang. Et comme il faut maintenir l'équilibre électrolytique, du coup, il va y avoir un relargage de potassium qui va sortir du sang et qui va rentrer potentiellement dans des cellules, et donc qui va être responsable d'une hypokaliémie. Et donc, cette hypokaliémie, vous avez justement le syndrome de fatigue chronique, donc l'encéphalomyélite myalgique, et des parésies qui apparaissent. Donc, vous voyez qu'avec ces quatre phénomènes, donc le SAM, le SAMA, le SIBO et l'hypokaliémie, vous avez des problèmes. Alors là, par exemple, je vous ai parlé du SIBO, c'est pour ne pas rentrer trop dans les détails, mais il provoque aussi d'autres choses. Il est capable de proposer, de faire un LIFO. C'est une pullulation des champignons dans l'intestin grêle. Il est capable aussi de provoquer justement un LIBO. C'est une pullulation des bactéries justement dans le côlon cette fois. Ça ne va pas être dans l'intestin grêle, c'est dans le côlon. Ça va provoquer aussi une pullulation des archées
possiblement dans le côlon. Alors les archées, ça ressemble à des bactéries, mais ce ne sont pas des bactéries. Et ces archées, elles vont être responsables de la production de méthane, parce qu'elles vont utiliser l'hydrogène qui va provenir de la dégradation du glucose pour fabriquer du méthane. Et le méthane va être responsable justement du côlon irritable. Et il y a beaucoup de gens qui ont un Covid long, qui souffrent de côlon irritable. Et bien vous avez justement cette production de méthane par les archées qui peut provoquer justement ce phénomène de côlon irritable. Donc vous voyez qu'il y a tout un tas de problèmes. Là, il me reste combien de temps ? Donc je vais accélérer un petit peu. Juste pour vous dire les molécules d'intérêt, parce que je crois que c'est le plus important. Oui, 5 minutes, c'est ça ? Oui. Bon, je vais juste aller au plus important, en fait, c'est les molécules d'intérêt. Alors, la molécule d'intérêt, évidemment, la première, c'est la vitamine D. Pourquoi la vitamine D? C'est vraiment la clé vraiment pour traiter des pathologies Covid. Il faut absolument avoir un taux de vitamine D élevé. Alors pourquoi? Parce que comme je vous l'ai expliqué, la vitamine D, c'est un inhibiteur de la rénine. C'est-à-dire qu'il inhibe en fait la transformation d'angiotensinogène en angiotensine 1 qui va être le précurseur d'angiotensine 2 qui est très délétère. Mais elle ne fait pas que ça. Elle fait la prise de calcium et de phosphore au niveau de l'intestin. Elle est impliquée aussi dans l'intégrité tissulaire, ce qui est très important. C'est-à-dire qu'elle resserre les régions, les interactions en fait intercellulaires. Elle agit au niveau des jonctions serrées et des jonctions adhérentes. Et elle permet une bonne intégrité tissulaire, et c'est très important. Pourquoi? Parce que quand il y a un dérèglement du SRA, il y a une porosité des parois, notamment de la paroi intestinale, et vous pouvez avoir justement des endotoxines qui vont être relarguées dans la circulation sanguine et qui vont pouvoir provoquer une inflammation. Vous avez par exemple du lipopolysaccharide qui est présent donc à la surface des membranes des bactéries gram-négatives anaérobies. Vous savez que les bactéries gram-négatives, en fait, elles ont deux membranes, et au milieu de la membrane, vous avez un périplasme avec une fine couche de muréine, et sur la membrane, justement, il y a le lipopolysaccharide, et donc ce lipopolysaccharide peut lancer une inflammation. Donc la vitamine D est très importante parce qu'elle empêche la production de zonuline, et la zonuline, elle active un récepteur qui s'appelle le récepteur à la zonuline, qui provoque justement un relâchement des jonctions intercellulaires. Alors elle ne fait pas que ça, cette vitamine D, elle vous permet de fabriquer des molécules qui ont une activité antimicrobienne, notamment une activité contre les virus enveloppés, contre le SARS-CoV-2. Par exemple, elle vous fait produire des alpha et des bêta-dévancines, qui sont des petites molécules de 30 à 40 résidus d'acides aminés et qui ont des activités antivirales. Elle vous fait produire, par exemple, la catélicidine LL37, qui a une activité contre le SARS-CoV-2. Elle vous fait produire, par exemple, HBD2, qui a une activité aussi contre le SARS-CoV-2. Donc, elle vous aide en vous faisant produire à votre organisme justement des molécules antimicrobiennes. Et cette vitamine D, vous ne le savez pas, mais en fait, ce n'est pas une vitamine. C'est une prohormone sécostéroïde. Et en fait, elle agit directement au niveau du noyau cellulaire, et elle vous active des gènes. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un taux de vitamine D qui est supérieur à 50 nanogrammes de calcidiol par ml. Alors, les autorités sanitaires recommandent 30 nanogrammes de calcidiol par ml, mais en fait, c'est pas assez. C'est suffisant pour la minéralisation osseuse, mais c'est pas assez pour l'activité sur le système immunitaire. Parce qu'il faut savoir que toutes les cellules humaines ont des récepteurs à la vitamine D, y compris les cellules du système immunitaire. Et la vitamine D, c'est le carburant des cellules du système immunitaire. Toutes les cellules du système immunitaire ont des récepteurs à la vitamine D et elles fonctionnent avec la vitamine D. Elles peuvent être activées en présence de substances antigéniques ou de mitogènes, mais l'activation ne va pas à son terme s'il n'y a pas assez de vitamine D dans le milieu. Donc il faut absolument être bien alimenté en vitamine D. Alors, cette vitamine D, elle agit au niveau des gènes. Vous savez, la vitamine D que vous prenez sous forme de gélules ou d'ampoules, en fait, elle est inactive. C'est de l'ergocalciférol quand vous prenez de la vitamine D2 ou du cholécalciférol si vous prenez de la vitamine D3. Elle est complètement inactive. Cette vitamine D, elle a besoin d'être métabolisée 2 fois. Une fois au niveau du foie et une fois au niveau des reins. Alors, la forme inactive, c'est celle que vous prenez, l'ergocalciférol ou le cholécalciférol. Ça a besoin d'être modifié donc, au niveau donc, du foie par une enzyme qui s'appelle une 25-hydroxylase qui la transforme en calcidiol, qui est la forme circulante de la vitamine D dans le sang, c'est celle qu'on dose. Et ce calcidiol est inactif. Alors, il a un intérêt, c'est qu'il peut être quand même utilisé directement par les cellules du système immunitaire qui ont un système de conversion du calcidiol en calcitriol. Après, ce calcidiol, il peut migrer donc dans le rein, et dans le rein, il y a une autre enzyme qui s'appelle une 1-alpha-hydroxylase qui transforme justement le calcidiol en calcitriol, qui est en fait la 1-alpha-25 d'hydroxyvitamine D3,
qui est la seule forme active de la vitamine D. C'est la seule à reconnaître le récepteur VDR, qui est le récepteur à la vitamine D qui se trouve au niveau du noyau cellulaire et pas au niveau de la surface, au niveau de la membrane plasmique. Et en fait, quand ce calcitriol se fixe sur le récepteur à la vitamine D, elle s'associe à une autre molécule qui s'appelle l'acide rétinoïque X, et ça permet une translocation dans le génome humain, et là, la vitamine D va pouvoir agir sur les gènes. Et c'est très important, parce qu'à l'heure actuelle, on sait que quand vous prenez de la vitamine D, vous pouvez activer jusqu'à 8% du génome humain. C'est-à-dire que vous pouvez activer près de 2000 gènes. Maintenant, on a identifié 2000 gènes qui pouvaient être activés par une prise de vitamine D. Et pour que tous ces gènes soient activés, il faut que vous soyez à une concentration plasmatique en calcidiol qui soit supérieure à 50 nanogrammes de calcidiol par ml. Si vous êtes à 30 nanogrammes de calcidiol par ml, ce qui est recommandé par les autorités sanitaires, vous activez 291 gènes. Et vous avez la moitié des gènes qui sont liés à l'immunité, par exemple pour recharger les granules et tout. Donc vous voyez l'importance de cette vitamine D. Alors cette vitamine D, quand vous la prenez, il faut absolument la prendre avec du magnésium. Alors pourquoi? Parce que justement, les deux enzymes qui permettent de transformer la vitamine D3 ou D2 inactive en calcitriol bioactif, elles ont besoin de magnésium. Et il faut savoir que 8 personnes sur 10 manquent de magnésium. Donc il faut une supplémentation de 320 mg pour les femmes, 360 mg pour les hommes en magnésium. Parce que ce magnésium, bon, il active des tas de voies de signalisation, il est important pour des tas d'enzymes. Après, il faut prendre du zinc aussi. Il faut prendre entre 15 et 40 mg de zinc par jour, parce que le zinc aussi il est impliqué donc, dans l'activité de tas de métalloprotéases à zinc, et il est aussi un cofacteur des facteurs de transcription qui peuvent être potentiellement activés par le calcitriol, donc la forme active de la vitamine D. Il faut prendre des antioxydants. Donc c'est très important, justement, les antioxydants, ça va être la vitamine C, l'acide ascorbique, parce que justement, il est capable de bloquer justement ces particules réactives de l'oxygène. En plus, la vitamine C, elle est très importante parce qu'elle bloque le relargage d'histamine aussi. Donc c'est pour ça qu'elle a un intérêt, et elle diminue l'affinité de l'angiotensine 2 pour le récepteur ATR sans modifier l'activité de l'angiotensine 2 sur le récepteur AT2R qui lui est bénéfique. Donc elle a un double intérêt. Il faut prendre aussi à peu près 800 mg de NAC, de N-acétylcystéine, donc comme un autre antioxydant, mais qui bloque des radicaux libres différents, ou bien alors prendre du glutathion, qui est un tripeptide antioxydant. Avec ça, il faut prendre des oméga 3, donc des acides gras à chaîne courte. Il faut prendre de la taurine, il faut prendre du sélénium, entre 0,1 et 0,2 mg. Il faut prendre de la phycocyanine, donc je vous recommande de prendre de la phycocyanine. C'est un antioxydant très très puissant, qui est vendu par exemple par Onis Vitalité. Ils ont une formulation donc, de phycocyanine qui est très importante. C'est fabriqué par... c'est un principe actif de la spiruline. Et normalement, c'est un pigment photosynthétique qui représente 10 à 20% en poids de la spiruline. Et il est très puissant. Il est 20 fois plus puissant que la vitamine C. Et il est 16 fois plus puissant que la vitamine E. Et en plus, son gros avantage, c'est que c'est un inhibiteur du système rénine-angiotensine, ce qui est la cerise sur le gâteau. Comme l'ivermectine d'ailleurs, qui est aussi un inhibiteur du système rénine-angiotensine. Voilà. Alors, juste pour finir, ça va, c'est 3 minutes. Alors, juste pour vous dire les autres molécules d'intérêt dans le cadre des Covid longs, parce que je crois que c'est ce qui est le plus important, c'est de savoir quelles sont les molécules d'intérêt. Alors, il y a des plantes d'intérêt. Alors, la première plante, c'est Artemisia annua, mais elle n'est pas autorisée, disons, en France, on la trouve en Suisse. Artemisia annua, c'est très important parce que dedans, vous avez un certain nombre de molécules actives, mais vous avez notamment de l'artémisinine qui agit sur les pompes à calcium, et vous avez de la quercétine qui est un inhibiteur du système rénine-angiotensine. Vous avez aussi comme plante la renouée du Japon, Renotria japonica, qui contient également de la quercétine. Vous avez l'aloe vera, vous avez le ginkgo biloba, vous avez le ravinsara, vous avez le schisandra, vous avez la réglisse, vous avez la berbérine, vous avez angelica, vous avez le cumin noir, Angela sativa, qui contient de la thymoquinone, qui est aussi un inhibiteur du SRA. Donc vous avez quand même toute une batterie de plantes qui ont une activité bénéfique en fait sur le système rénine-angiotensine. Alors vous avez d'autres molécules, d'autres médicaments qui sont d'intérêt. Les premiers, ça va être la naloxone et la naltrexone. Ce sont des antagonistes des récepteurs aux opioïdes. Vous savez qu'on a 3 types de récepteurs opioïdes dans le cerveau, mu, kappa et delta, qui sont très importants. Donc vous pouvez utiliser des low-dose naltrexone ou naloxone, qui sont très bénéfiques. En plus, ce sont des inhibiteurs de TLR4
qui est un récepteur toll-like récepteur 4 qu'on retrouve sur les cellules de l'immunité innée. Ça fait partie des récepteurs qu'on appelle PRR, c'est des récepteurs de reconnaissance des motifs des pathogènes. Donc ça a une très bonne activité. Il y en a qui utilisent aussi de la fluoxétine, c'est un inhibiteur de la recapture de sérotonine, ou bien alors de la fluoxétine. C'est le Prozac, qui est aussi un inhibiteur de la recapture de sérotonine. Vous avez aussi le Modiodal, avec le modafinil, qui est la substance active. C'est un antinarcoleptique qui est difficile à avoir, mais il a un intérêt. C'est un inhibiteur de la recapture de dopamine et de noradrénaline. Vous avez d'autres composés, comme le chromoglycate de sodium, aussi, qui est un stabilisateur des mastocytes. Alors, c'est surtout quand vous avez un SAMA, donc il est très intéressant. Le SAMA, vous savez que vous l'avez quand vous avez des œdèmes qui apparaissent sans coup et qui disparaissent quand vous avez des problèmes au niveau de la peau suite à un Covid ou une injection vaccinale qui tourne mal, c'est que vous avez un SAMA. Vous avez la gabapentine aussi qui a montré une activité anti-Covid intéressante, c'est un antiépileptique. Vous avez les bêta-bloquants aussi qui sont des antagonistes des récepteurs bêta-adrénergiques. Vous avez bien sûr l'aspirine qui est très intéressante, donc l'acide acétylsalicylique. Pourquoi? Parce que c'est un antipyrétique, c'est un anti-inflammatoire, c'est un antidouleur et c'est un anti-agrégant plaquettaire. Vous avez également les anti-inflammatoires corticoïdes comme la prednisolone aussi. Vous avez des statines aussi, comme la pravastatine qui peut être d'intérêt. Vous avez la metformine qui est un antidiabétique contre le diabète de type 2 parce que la suractivation du SRA vous entraîne un diabète de type 2. Il vous met en état de prédiabète. Pourquoi? Parce qu'il induit une résistance à l'insuline. Donc il vous met en hyperglycémie. Et c'est pour ça que quand vous avez un Covid long, vous avez intérêt à éviter au maximum le glucose. Il faut éviter de s'enfiler des tablettes de chocolat, des bonbons, parce que vous faites un crash derrière dû à l'augmentation du glucose parce qu'il y a une résistance à l'insuline. Voilà. Et il faut éviter de faire du sport aussi parce que le sport est délétère, il induit des crashs aussi. Bon, je crois que là, j'ai 7 minutes, 7 minutes de rab. Ouais. Désolé. Mais j'ai commencé 7 minutes en retard. Ouais.